infiniment d'être venu ce soir. Jean Matouc, notre président, m'a fait l'honneur, et je l'en remercie, de me confier le soin de vous présenter le conférencier de ce soir. Jacques Limousin est agrégé d'histoire et a d'abord mené une carrière de professeur en collège et en lycée dans l'académie de Metz-Nancy, où il devint rapidement responsable de la formation des enseignants. Devenu inspecteur pédagogique régional d'histoire-géographie en 1993, il a été inspecteur dans l'académie de Montpellier pendant de longues années, avant de devenir doyen de l'inspection et directeur de l'action pédagogique pour cette même académie de Montpellier de 2005 à 2011. Auteur d'ouvrages, de nombreux articles sur la pédagogie, sur l'Europe, sur l'histoire du Languedoc-Roussillon, il a été directeur de collection au Centre national de documentation pédagogique, devenu aujourd'hui le réseau Canopé, qui est un réseau de ressources pédagogiques très diverses, interconnectées. Ces centres d'intérêt privilégiés portent notamment sur le fait religieux et la laïcité, thèmes sur lesquels Jacques Limousin a mené des travaux de recherche, des formations en métropole, mais aussi dans les lycées français de la Méditerranée. Il a fait de nombreuses conférences et publications sur ces thèmes, dont un dernier article cet automne sur l'enseignement du fait religieux dans la revue Pastel de l'Académie de Toulouse. Devenu inspecteur d'académie honoraire, Jacques Limousin poursuit ses activités en ce sens par des interventions dans des lycées et collèges, et il co-anime à la faculté d'éducation de Montpellier un diplôme universitaire intitulé Laïcité et multiculturalité en situation professionnelle. Pour l'avoir côtoyé pendant de longues années, nous avons travaillé ensemble à la formation des jeunes enseignants. J'ai pu apprécier son humanité, ses immenses qualités, mais aussi mesurer l'importance de son engagement au service de l'État républicain et son combat pour une meilleure compréhension de ce qu'est la laïcité. La laïcité est un débat depuis trop longtemps ressassé, diront certains. Pourtant, comme tous les débats citoyens, il faut sans cesse y revenir, au risque de voir les notions nous échapper, les valeurs se dissoudre, les incompréhensions entre les uns et les autres s'installer. La Constitution de notre pays, écrite en 1958, dit dans son article 1er « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». République laïque, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Le mot est très polysémique et chacun, semble-t-il, a sa définition propre. De la plus contestable, la laïcité assimilée à l'hostilité aux religions, à la plus juridique, celle de la loi de 1905, la laïcité et la séparation des églises et de l'État, à une définition plus large, plus philosophique, ouverte, où la laïcité est vécue comme le laikos grec, d'où vient d'ailleurs l'étymologie du mot. Pour les Grecs, le laikos est ce que nous avons en commun, ce qui nous unit, ce qui nous rassemble, ce qui nous permet donc de vivre ensemble dans le respect de chacun. La définition a fluctué également au gré de l'histoire, du poids des églises et des contextes politiques. Quelle définition, Jacques Limousin, peut-on donner aujourd'hui à la laïcité dans une France qui change, tant dans ses composantes religieuses et sociales que dans ses équilibres de forces politiques? On peut se demander également si la remise en cause de la laïcité par certains n'est pas plus largement une remise en cause de la démocratie. Car la laïcité est tout entière contenue dans notre devise républicaine. La laïcité implique la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire, l'égalité de chacun dans sa liberté à pratiquer une religion. La fraternité suppose l'acceptation de l'autre dans sa différence culturelle, religieuse, philosophique ou politique. Aujourd'hui, on sent renaître des intransigeances, des rejets, l'affirmation qu'une seule vérité religieuse est possible. Comment vivre ensemble dans cette intolérance qui renaît? Cette intolérance à la coexistence de plusieurs vérités religieuses ne va-t-elle pas contaminer aussi le débat politique, allant jusqu'à affirmer qu'il n'y a qu'une seule vérité politique et que la démocratie est vaine? Enfin, comment peut-on accepter la vérité de l'autre quand celle-ci vient à l'encontre d'un principe sacré de liberté, d'égalité et de fraternité? Que faire lorsque des enfants de France refusent de serrer la main d'une femme parce qu'elle est une femme, refusent d'apprendre certains savoirs scientifiques, contexte de la mixité des activités?
sont cette fois notre culture, nos valeurs, notre civilisation, comme certains le disent, qui sont menacées. Devant des interrogations aussi fondamentales, nous attendons avec impatience nos éclairages d'historiens, de pédagogues et de hauts fonctionnaires d'État pour nous éclairer. Nous vous écoutons pour 47 minutes. Merci, chère Francine, de toutes ces choses aimables que tu as dit dans ce morceau sur toi depuis longtemps, donc on ne va pas faire semblant, comme à la télévision, de ce que vous voyez, voilà, c'est mieux. Je rectifierai juste une chose, j'animais, je co-animais ce diplôme universitaire à l'ESPE, avec quelqu'un qu'un certain nombre d'entre vous connaissent bien ici, qui est un ami, qui est Michel Mial, mais ce diplôme est maintenant ne fonctionne plus parce qu'on manque de candidats pour se former sur ce sujet-là. Ce qui est significatif d'un certain nombre peut-être de questions qui sont posées aujourd'hui à la laïcité. Je vous ai proposé ce titre, la laïcité française est-elle ouverte ou fermée? Un peu provocateur, bien entendu, dans la mesure où la laïcité française est aujourd'hui l'objet d'un certain nombre de critiques. C'est ça la critique. C'est très sain la critique, d'abord parce qu'il peut y avoir des critiques qui soient justifiées, et deuxièmement parce que ça oblige à réfléchir à un certain nombre de choses. C'est sain et en même temps, vous tous savez comme moi que les mots ne sont jamais innocents et que ce sont en général des ouverts qui disent que les autres sont fermés. Et que le choix de vocabulaire, évidemment, est en général le premier pas, j'allais dire, de l'action militante pour aller dans un sens, effectivement, ou dans un autre. Donc je vous proposerai de réfléchir à cette question dans la troisième partie de l'intervention que je vais vous proposer. La première visant à cadrer en quelque sorte quelques éléments de définition auxquels je reprendrai quelque chose qui a déjà été initié par Francine, ici présente. La seconde partie pour essayer de montrer quelque chose qui est important à mes yeux, c'est que la laïcité française ne relève pas, comme on pourrait l'imaginer, ou comme on pourrait l'entendre dire, une forme de génie national qui mériterait d'être imposée à tout le monde parce qu'elle serait née dans cette patrie universelle qu'est la France. En tant qu'historien de formation, la seule chose que je peux dire, c'est que tous les événements humains sont contingents, singuliers, produits par des circonstances qui effectivement font qu'à un certain moment donné, telle ou telle société produit telle forme d'organisation. Et cela nous évite de déifier, si je puis dire, tel ou tel mode d'organisation, ce qui serait peut-être même contraire à l'idée même de laïcité. Pourquoi réfléchir à cette question-là? Pourquoi y ai-je réfléchi? Une anecdote personnelle, au moment où les événements de janvier 2015 se produisent, et où se produit l'attentat qui frappe les journalistes de Charlie Hebdo, évidemment, le pays est profondément troublé, et vous imaginez l'éducation nationale aussi. Je venais de quitter la fonction active, en ayant fait valoir mes droits à la retraite, et au rectorat de Montpellier, on m'a contacté, les responsables m'ont contacté pour me demander de continuer à jouer pendant quelque temps le rôle d'expert sur les questions effectivement de laïcité. J'ai même été invité à rejoindre la grande mobilisation pour les valeurs de la République que la ministre d'alors, Mme Vallaud-Belkacem, avait mis en place, et j'y suis allé avec un grand plaisir, de façon à pouvoir ensuite effectivement rendre le service qui m'était demandé, notamment en termes de formation, pour former les référents laïcité de l'Académie, même si j'étais désormais retiré du service actif. Et lors de cette immense réunion, comme ces grandes opérations, qui sont des opérations dont on a tort de dire qu'elles sont seulement de communication, elles sont aussi des opérations de réflexion pour l'ensemble des cadres, par exemple, d'un système, je me suis inscrit dans un atelier, nous allons faire alterner les discours et puis les ateliers, dans un atelier qui était composé d'une quarantaine de personnes, pour l'essentiel des inspecteurs généraux d'éducation nationale et des inspecteurs d'académie ou des inspecteurs pédagogiques régionaux comme moi-même. On dit que des gens qui ont une armature intellectuelle qui leur permet effectivement de traiter des questions. Et immédiatement, bien entendu, la question qui est arrivée, c'est l'objet de l'atelier, c'était la réflexion sur qu'est-ce que c'est que la laïcité. Et on en parle à ce moment-là en 2015 parce que ça fait longtemps qu'on n'en parle plus.
En quelque sorte, on a l'impression en France que la question est réglée. Il y a toujours des petites flambées de temps en temps, les décisions de monsieur le ministre de François Bayrou, par exemple, ou la tentative de créer un grand service public d'éducation. Il y a des flambées, mais sur l'ensemble, on n'en parle plus. Et là, toutes ces personnes qui sont là, et qui sont comme moi, si je puis dire, avec la même formation intellectuelle, j'assiste, je parlais moins que d'habitude, puisque je n'étais plus en service actif, si j'ose dire, je laissais parler, et je vois tout le monde poser sa laïcité sur la table. Et des laïcités différentes, des opinions différentes, bien entendu, sur cette question-là. C'était tout à fait intéressant, au point que je me suis demandé, mais qu'est-ce qui va se passer dans les salles de professeurs, entre les enseignants, et on va voir la même chose. Et j'ai perçu quelque chose que je n'avais pas imaginé, c'est à quel point sur ces questions-là, il y avait moins de consensus qu'on pourrait l'imaginer, dès qu'on rentrait effectivement un petit peu dans le détail. Un flot de débat, un flot d'interrogations, une laïcité, ou plutôt des laïcités. Vous savez que Jean Romero a écrit un ouvrage important, je vous le signale, qui s'appelle « Les 7 laïcités françaises », qui est une étude historique et philosophique sur les différentes laïcités, et il se place dans la logique d'étudier en gros quels sont les grands courants d'idées qui organisent et même qui s'affrontent dans la logique effectivement de la laïcité. Je ne me placerai pas sur ce terrain-là, parce que Jean Romero est un chercheur, il réfléchit, il fait une analyse très riche et complexe de la situation. Je me placerai plutôt sur le terrain de l'action, parce que c'est le terrain sur lequel j'étais confronté à la question lorsqu'on m'avait demandé de faire cette réflexion. Et pour ma part, je voudrais commencer, pour clarifier les choses, revenir sur la généalogie du mot que Francine a évoquée. Et j'emprunte ceci à Michel Yaye, dont je vous recommande d'ailleurs le petit ouvrage sur la laïcité constamment réédité, que l'on trouve chez Dalloz, dans lequel il a une approche à la fois philosophique et juridique, et une partie de ce que je vais dire aujourd'hui provient des longues discussions que j'ai eues avec lui sur ces questions effectivement juridiques. En Grèce, il y a 3 mots pour dire peuple. Laos, c'est le peuple, j'allais dire peuple. Voilà, c'est le peuple, au sens le plus large aussi. Ethnos, c'est le peuple au sens culturel. C'est le peuple qui a une culture commune, peut-être une langue, un certain nombre de choses. Démos, c'est le peuple au sens politique, ce sont les citoyens. Évidemment, le démos, il est moins nombreux que le ethnos, si je puis dire, voire le ethnos moins nombreux que le Laos, vous l'imaginez. En Grèce, à Athènes, vous avez un nombre de citoyens réels qui participent à la vie politique, au meilleur temps de la démocratie, qui ne dépasse pas quelques milliers de personnes, alors qu'il y a 400 000 habitants. Si on y réfléchit bien d'ailleurs, on peut se poser la question provocatrice de se dire est-ce que la démocratie athénienne n'était pas une oligarchie de quelques citoyens mâles qui étaient effectivement là présents. Mais bon, ça nous entraînerait trop loin. Laïkos, à partir de là, en grec, c'est ce qui est du peuple. Ce que disait Francine, ce qui est commun à tout le monde, effectivement. Mais à Rome, à partir du 2e, 3e siècle, quand l'Empire romain commence à se christianiser, 2 mots apparaissent qui, eux, sont déduits un peu du grec également, mais qui sont des mots latins. C'est laicus, le laïc, et clericus, le membre du clergé. Le laicus, c'est celui qui n'exerce pas le sacerdoce. C'est la masse des fidèles dans le monde effectivement chrétien. Le clerc, c'est celui qui a un sacerdoce. Et donc, si l'on pense à la laïcité, j'allais dire en termes grecs, si on se réfère au grec, on pense à ce qui est du peuple, ce qui est à tout le monde. Si on y pense en termes latins, on va parler de ce qui est pas le clerc et par dérive sémantique, ce qui est contre la religion. De là donc, vous voyez, une confusion qui produit un certain nombre d'attitudes de laïcs qui vont investir la laïcité d'une hostilité à la religion, et inversement de critiques de la laïcité qui disent mais ce sont des gens qui sont contre les religions, ou contre effectivement le droit que j'ai d'exercer ma croyance, d'exercer le culte, évidemment ce genre de choses. Donc, on a là un premier élément de confusion qui généralement n'est pas éclairci,
et qui nous interroge qu'est-ce que c'est, effectivement, entre les deux, et qu'est-ce que c'est, et à partir de quoi c'est venu. Pour revenir à la question que j'évoquais tout à l'heure, cet atelier que j'avais évoqué, je propose de prendre une précaution méthodologique quand on parle de laïcité, de façon à ce qu'on puisse discuter sur des choses solides. Je distingue pour ma part 2 types de laïcité, non pas 7. Je distingue ce que j'appelle des laïcités subjectives, qui sont celles des sujets de chacun de nous. Ce n'est pas un gros mot, la subjectivité. Nous sommes des êtres de subjectivité. Nous sommes tous des sujets. Nous avons tous une opinion. Nous pensons quelque chose. Et ceci, nous avons le droit de le faire, et c'est de l'ordre du débat démocratique. Quand ce débat peut être démocratique, on a le droit d'avoir l'opinion que l'on veut, d'être laïcard ou d'être contre la laïcité, pourquoi pas, c'est un droit fondamental, et on en discute. Mais il faut mettre ceci à part, l'ensemble de ces opinions-là, de ce qu'est la laïcité objective, celle qui est produite par la loi, telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, effectivement, en France. Et confondre les deux, c'est effectivement prendre un risque considérable, celui de tromper sur le fonctionnement réel de ce que c'est la République laïque, dont parlait tout à l'heure effectivement Francine. Cette laïcité objective, c'est celle dont je vais essayer de parler, et pas les laïcités subjectives, même si j'y reviendrai tout à fait en conclusion pour essayer d'en dresser un petit tableau, j'allais dire politique, dans l'actuel panorama de la France aujourd'hui. C'est une réponse singulière à une question générale dans l'histoire des sociétés humaines, réponse singulière française, singulière produite par une histoire, qui a sa part de hasard, effectivement, qui est la relation du fait religieux et de l'exercice du pouvoir politique dans les groupes humains. Et quels que soient les groupes humains, ces questions-là se posent presque tout le temps, et spécialement dans les sociétés traditionnelles, sachant que celles-ci durent en Europe jusqu'au XXe siècle, et qu'il y aura encore des traces, bien sûr, et en Europe, effectivement, et dans le monde. Pour théoriser cette relation, il faut peut-être clarifier aussi un peu ce que l'on entend par la religion. Alors, 2 mots également. Cicéron nous dit, la religion, je veux dire le culte des dieux. Et il nous dit que l'étymologie, que le mot vient de reléguer, relire, au sens d'étudier ce qui se rapporte au culte, avec scrupule. Le romain est très scrupuleux dans l'observance. C'est pour ça que le sens du mot pietas, piété, c'est l'observance scrupuleuse des rites. Aucune importance si l'on croit ou on ne croit pas. Il n'y a pas de texte révélé, il n'y a pas de dogme, mais par contre, l'importance capitale est politique. C'est l'observance des rites, politique à tous les niveaux. Celui du chef de la familia, du père de famille, avec ses dieux l'art et pénates, comme celui du magistrat, que celui-ci soit croyant ou incroyant. Cicéron lui-même, quand il parle des augures, ou plus encore des aruspices, il dit « Je ne comprends pas comment 2 aruspices peuvent se rencontrer sans rire ». Il n'y croit absolument pas à la divination. Mais par contre, il croit à l'importance politique de l'accomplissement des rites qui solidarise la cité. Lactance, auteur chrétien, effectivement, de l'époque où l'Empire devient chrétien, lui parle d'autre chose parce que c'est plus la même religion. C'est la religion effectivement chrétienne. Il parle du lien entre l'homme et son Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit que l'étymologie, c'est relégarer, relier. Et il dit c'est ça la religion, c'est relier l'homme à Dieu. Alors reléguer ou relégarer. Lactance a tort. C'est étymologiquement faux. Benveniste l'a démontré. Si Lactance avait raison, ça ne serait pas religio, ça serait religation, effectivement. Donc, il a tort. Mais, même s'il a étymologiquement tort, il a factuellement raison. Parce que dans ce que devient l'Empire romain chrétien à la fin du IVe siècle, la religion, c'est bien ce lien. Et en fait, dans ce que disait Cicéron, et dans l'esprit de Cicéron, et des Romains aussi, il y avait bien l'idée d'un lien entre les personnes elles-mêmes. Car le lien n'est pas qu'avec Dieu. Vous avez la cité, la question politique, c'est comment on la maintient ensemble. Qu'est-ce qu'ont de commun les gens qui forment une cité, effectivement, politique? Et bien, parmi les choses qu'ils ont, effectivement, de commun, parmi les choses les plus fortes, il y a la relation
avec un Dieu qui est le même. C'est pour ça qu'à Athènes, le grand moment civique, c'est la procession des Panathénées, le lien avec la déesse, effectivement, Athéna. Alors, aucune importance pour les Romains que tel ou tel soit un dévotisis. Pourvu que, en même temps, si je puis dire, il continue à accomplir scrupuleusement les rites. Et ce qui va se passer avec le christianisme, les Romains sont très tolérants en termes de religion. Sauf quand il n'y a pas l'accomplissement scrupuleusement des rites, c'est-à-dire quand les gens qui se laissent aller vers une autre religion s'éloignent de la religion traditionnelle. Ça se passe 2 fois dans l'histoire romaine, en 186, quand se développe les bacchanales, un culte de Dionysos, où Tite dit, en parlant des gens qui se livrent à ce culte-là, on aurait dit un autre peuple. Tout est dit, et aussitôt réaction du Sénat, arrestation, persécution, exécution, et ça se passe avec le christianisme ensuite, de la même manière. Parce qu'effectivement, le risque, c'était la rupture de cette force coactive, qui permet de tenir ensemble, effectivement, une société. Bien entendu, ceci n'est jamais neutre, il y a un pouvoir dans une société, et s'il y a une relation de l'ensemble de la société avec un Dieu, le pouvoir ne peut être qu'intéressé par ça. Il ne peut qu'avoir besoin de tirer à lui une partie de cette relation, de s'y mettre effectivement à côté. Et puis vous avez ceux qui peuvent se mettre au milieu et qui, en se plaçant au cœur de cette relation, vont pouvoir effectivement jouer un rôle social ou un rôle politique qui sera un gisement de pouvoir. La capture de la relation avec la divinité est partout et dans toutes les religions, quelles qu'elles soient, plus ou moins, l'un des gisements de pouvoir, effectivement, dans une société, quelle que soit, effectivement, ceci, la religion en question, et quelle que soit la forme, si vous voulez, on pourra en parler un petit peu après. La question est donc celle du lien social et celle de la légitimité des pouvoirs, qui, dans les sociétés traditionnelles, n'étant pas adossées à la démocratie, c'est-à-dire à la décision majoritaire d'une population, doivent s'adosser à quelque chose, et tous, vous le savez, ont tendance à avoir Dieu avec eux. En France, en général, et dans le contexte européen en général, l'origine de toute cette question-là, c'est ce que les historiens appellent le modèle constantinien. Quand l'Empire romain devient chrétien. Oui, la grande spécificité du christianisme, c'est qu'il s'installe dans un État qui existe déjà et qui ne le détruit pas. Il a donc en face de lui un pouvoir qui a une origine civile, si j'ose dire, non religieuse. Et ça oblige à mettre en rapport les deux. Peut-être même que la source de la laïcité est à l'origine dans cette situation singulière qui apparaît effectivement à un moment. L'empereur, qui a bien choisi cette religion pour des raisons sans doute personnelles, mais qu'on a du mal à apprécier, mais aussi pour des raisons politiques, parce qu'on sait qu'il avait cherché depuis longtemps un facteur d'unification. Il avait vu Apollon quand il était en Lorraine. Avant lui, Aurélien, Dioclétien, avait essayé de créer un dieu, Deus Invictus, qui aurait été une sorte de dieu principal, qui aurait permis de solidariser cet empire romain qui était en difficulté. Cet empereur essaye de s'installer au cœur de la religion. Il se fait dire iso apostolos, comme les apôtres, ou même évêque du dehors. Aussitôt, vous l'imaginez, les clercs qui commencent à s'installer ont une inquiétude. Comment faire en sorte que la personnalité du pouvoir civil ne prenne pas le pouvoir dans la religion effectivement elle-même? Et ça se résout par une sorte d'équilibre dont un événement qui est le massacre de Thessalonique en 390 est caractéristique. L'empereur Théodose Ier le Grand, chrétien, effectivement, fait massacrer, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas insister, plusieurs milliers de personnes dans l'hippodrome de Thessalonique, et Ambroise de Milan, le grand évêque, le condamne, l'excommunie, invente en quelque sorte l'excommunie, et Théodose est obligé de venir à récipiscence, de s'excuser, de dire j'ai eu tort, etc., d'avoir des regrets, comme on dit aujourd'hui, effectivement, en politique, de revenir un peu, effectivement, en arrière. Ce qui veut dire que si le pouvoir est bien civil, l'Église, et donc la religion, exerce un magistère moral. De ceci naîtra, vous voyez, dans l'histoire de l'Europe, ce que j'ai essayé de représenter effectivement ici, cette forme de divergence
dans l'évolution qui se produit, et qui se produit assez par les circonstances. L'histoire n'est pas linéaire, elle n'est pas téléologique avec des événements qui à coup sûr produisent quelque chose. Elle est ce que Borges appelle, comme titre d'une de ses nouvelles, le jardin au sentier qui bifurque. Il y a toujours des bifurcations dans l'histoire. Derrière Constantin, vous avez les Basileus, le Basileus, l'empereur byzantin, puis le sultan ottoman qui aura le même type de relation, puis les tsars, jusqu'aujourd'hui, à la forme, à l'avatar contemporain du tsar russe. Et ça donne la tradition de soumission au pouvoir de l'Église orthodoxe. C'est une des formes de l'évolution qui est née de ce modèle constantinien continué. Alors ça n'empêche pas les conflits, mais il porte souvent sur des questions de nature effectivement morale. De l'autre côté, parce que le chef de l'Église, qui est le pape de Rome, perd en quelque sorte son patron civil, qui est l'empereur byzantin, quand Byzance se retire d'Italie et se trouve confronté à une myriade effectivement de princes locaux au point de chercher un protecteur dans la personne de Charlemagne, de l'autre côté, il va y avoir tout d'abord une concurrence entre les deux. C'est la fameuse concurrence des deux glaives, spirituelle et temporelle. Concurrence, conflit, je ne rentre pas dans les détails de la querelle des investitures, effectivement, et autres, dont le sommet et la revendication par Boniface VIII, en 1308, par la bulle Unam Sanctam, le pape est supérieur à tout. Évidemment, cela échoue dans la naissance des monarchies nationales. Philippe le Bel envoie la troupe qu'il faut, Guillaume de Nogaret, le Montpellierin, gifle Damiani, mort du pape, captivité des papes en Avignon. En gros, les pouvoirs civils imposent, vainquent la prétention pontificale à dominer la politique, effectivement, dans le monde. Et à ce moment-là, se produit ce qui relève d'une sorte de deal, si vous me permettez cette expression contemporaine, entre le trône et l'autel. En gros, il y a un partage. Ce deal va être caractérisé en France à partir de la dramatique sanction de Charles VIII par une idée simple. Le roi, le pouvoir, offre sa protection à l'Église et lui donne des privilèges. Privilèges juridictionnels, privilèges fiscaux. Et surtout, il lui donne le monopole des consciences. Il lui maintient le monopole des consciences. En échange, l'Église offre ce qu'elle peut offrir de plus fort, la légitimation. Et ceci se retrouvera dans les fameux textes de Bossuet, Dieu fait les rois comme ses ministres, enfin tout ce qui effectivement correspond à l'alliance du trône et de l'autel, même si le mot est postérieur, même si le mot est du XIXe siècle. Il y a donc un accord qui se fait dans ce cadre-là entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, en se partageant. Alors il y a des conflits, et ces conflits sont toujours marginaux par rapport à la réalité importante de cet accord. D'autres pays vont connaître des évolutions qui seront différentes de la France, et vont faire une petite comparaison. En Espagne, on ne sortira pas de ce face-à-face et de ce contrat très très fort. Vous savez que l'Inquisition espagnole, qui est mise au compte de l'Église, et elle est très critiquée pour cela, et on peut bien comprendre effectivement pourquoi, elle est aussi la police politique du roi d'Espagne. Les deux s'entendent sur cette base-là. Et le lien est tellement fort entre les pouvoirs que l'Espagne n'en sortira par les horreurs de la guerre civile, c'est-à-dire l'affrontement très fort entre le pouvoir associé effectivement à l'Église et le pouvoir révolutionnaire qui se trouve en face. Du côté de l'Italie, la présence si forte du catholicisme oblige les accommodements. Et aucun pouvoir, même si à l'époque, par exemple, de Francesco Crispi, à la fin du XIXe siècle, il y a un conflit qui ressemble un peu à celui qui se passe en France, globalement, tous les pouvoirs acceptent de composer, même d'ailleurs le fascisme. Un accord qui se passe entre Mussolini, les accords du Latran, entre Mussolini et le pape Pie XI. Pour la Grande-Bretagne, la solution est plus simple. Le conflit avec la papauté se traduit par le fait que le roi d'Angleterre devient le chef de l'Église, acte effectivement de suprématie. Et ce faisant, bien sûr, il prend en charge l'homogénéité de la Grande-Bretagne en persécutant les catholiques et en persécutant aussi les puritains. De là la fuite de tous ces puritains et de tous les groupes en direction des États-Unis. Et alors c'est là où ça devient très intéressant, car les États-Unis
ont aussi une forme de laïcité. Dans la Constitution américaine, un mur a été élevé entre le pouvoir politique et les religions. Mais avec une différence fondamentale avec la France. C'est que, aux États-Unis, le mur est fait pour protéger les religions du pouvoir, tandis qu'en France, il a été élevé pour protéger le pouvoir des religions. C'est là la différence. Et c'est la singularité de l'évolution même des histoires comparées, si je puis dire, qui permet de le comprendre. Même si aujourd'hui les États-Unis ont une évolution qui peut paraître assez inquiétante sur le plan, j'allais dire, de la laïcité. En France, cette évolution-là, j'ai passé rapidement sur les autres pays, va se faire aussi par une série de bifurcations qui amèneront la France dans un certain sens. La réforme va jouer un grand rôle. La réforme va jouer un grand rôle, effectivement, en France, parce qu'elle rompt l'unité de la cité, puisqu'il y a confessionnalisation et opposition de deux confessions. Qu'elle amène quelque chose, effectivement, qui fait que la question se pose. Et alors il se passe quelque chose d'extraordinaire, et qui est unique en Europe, même si ça ne dure pas, c'est que dans cette situation-là, compte tenu des horreurs de la guerre civile que sont les guerres de religion, l'État, à l'époque d'Henri IV, décide de se placer d'une certaine manière au-dessus et de prendre l'édit de Nantes, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, un édit de tolérance, parce que si on regarde, c'est une tolérance qui est assez intolérable, si je puis dire, il n'y a pas égalité entre les confessions, mais qu'un édit de pacification. Alors, l'État n'est pas laïque, bien entendu, mais il commence à prendre une position qui fait qu'il ne s'identifie plus complètement à l'un des courants confessionnels. Évidemment, ça ne va pas durer. Le protestantisme étant minoritaire, va être, et on le sait assez dans cette région-là, victime de la reconquête, si je puis dire, pas à pas, du milieu catholique sur lequel, effectivement, la monarchie laissera faire et puis finira, effectivement, par s'appuyer. Le deuxième point important, ce sont les Lumières, le XVIIIe siècle, dont une partie est issue des réformes, et le processus de sécularisation qui commence dans la société. À ce propos, distinguons bien sécularisation de laïcité. La sécularisation, c'est une société dans laquelle les impératifs religieux gouvernent de moins en moins les comportements. Ceux-ci deviennent de plus en plus libérés des contraintes religieuses. Le siècle s'impose, effectivement. La laïcité, c'est la forme politique, une des formes politiques que peut prendre la sécularisation. Les autres États européens aujourd'hui sont aussi sécularisés que la France. Ils ne sont pas pour autant, effectivement, laïcs. Il y a là une révolution culturelle qui est celle de la sécularisation des esprits. Dans la région, ici, on en a un bon exemple qu'on peut bien comprendre. C'est l'histoire de Marie Durand. Si on voit quelques aspects de l'histoire de Marie Durand, vous savez qu'elle est arrêtée, enfermée pendant une trentaine d'années, même un peu plus, 38, dans la tour, effectivement, Constance. Quand elle et ses compagnes sont arrêtées, tout le reste du pays trouve ça pratiquement normal. Mais 38 ans plus tard, quand le prince de Beauvau-Cran passe, le gouverneur, et qu'on lui dit il y a des femmes qui sont là, puis qu'on dit qu'est-ce que c'est? Il ne comprend plus. Entre-temps, les Lumières ont fait leur travail. Entre-temps, Calas, entre-temps, vous voyez, toute une série de choses. Il y a donc eu, y compris dans les esprits de l'aristocratie, des responsables administratifs du royaume, une révolution culturelle qui s'est produite. Et ce qui était normal 38 ans avant ne l'est plus, effectivement, pour les gens. C'est ça, cette sécularisation des esprits. Il y a la Révolution française, qui joue son rôle, j'y reviendrai, puisqu'on a là la première laïcisation. En gros, l'Église perd le monopole des consciences, dès 1789, 90, 91, et notamment, par exemple, elle perd l'état civil, qui est laïcisé. Et en 1795, il y a des dispositions qui sont mises en place par la Convention avant de disparaître, qui sont déjà celles qui sont dans la loi pour partie de 1905. Elles ne sont pas mises en œuvre, puisque le directoire arrive, Bonaparte, et Bonaparte, quand il s'installe en 1801 et qu'il fait le concordat entre l'Église et l'État, c'est un concordat dans lequel l'État prend la main sur l'Église. Vous savez que Bonaparte, quand il évoque ce concordat avec Bourrienne, son secrétaire, qui lui dit quand même, c'est révolutionnaire, il dit on peut rire des augures, mais il est bon de manger avec eux les poulets sacrés.
Et il ajoute qu'il conçoit que les évêques, il en a besoin parce qu'ils seront les préfets violés. Violer la couleur, hein. Et effectivement, l'Église de France devient... Et alors, ce qui est intéressant, c'est que personne après ne change. La Restauration ne change pas ça. Ni la monarchie de Juillet, ni... Ça va rester le concordat jusqu'en 1905. Et donc, quand la Troisième République se met en place, elle trouve d'ailleurs son avantage. Un évêque ne peut pas être nommé sans l'accord du gouvernement. C'est pour ça qu'en 1905, il y a quasiment un quart des évêchés qui sont sans titulaire, puisqu'il y a conflit entre le gouvernement et le pontife. Donc, on a cette évolution-là. C'est dans le courant du XIXe siècle que se fera la cristallisation, j'y reviendrai tout à l'heure, qui séparera définitivement, effectivement, les deux ordres. Cette cristallisation, elle provient fondamentalement de la Révolution française. L'Église entre dans la contre-révolution alors que ce n'était pas donné d'avance. Hein. Il y avait un certain nombre de clercs acquis aux Lumières, songez à la Décidiès, songez à Talleyrand. Il y en a plein d'autres qui sont acquis aux Lumières tout à fait au début de la Révolution française. Et d'ailleurs, c'est Talleyrand qui propose la nationalisation des biens d'église de façon à pouvoir financer payer la dette. Sauf que, quand la Constitution se met en place, les révolutionnaires demandent à l'ensemble des clercs de prêter serment à la Constitution. Et donc, à partir de là, ils les mettent dans une situation de contradiction, de loyauté. La loyauté vis-à-vis du pape, qui dit non, non, surtout pas, et la loyauté vis-à-vis de la République. Donc, la question, c'est tu es avec moi ou tu es contre moi. Et à partir de là, une partie non négligeable des clercs, tout à fait majoritaire, va effectivement passer du côté de la contre-révolution. Et donc, l'Église catholique dans la contre-révolution, elle subit le sort, effectivement, si vous visitez certaines cathédrales, comme celle de ma ville natale, par exemple, le Puy-en-Velay, vous verrez encore sur les murs la liste des prêtres martyrisés pendant la Révolution française. Et l'Église sort traumatisée de cette période de la Révolution, traumatisée au point que toute la partie, on va dire, libérale qui est en son sein, les penseurs libéraux qui existent pendant tout le XIXe siècle, n'ont pas voix au chapitre par rapport à la partie, elle, réactionnaire, qui s'aligne sur la réaction à la Révolution, qui s'aligne sur l'ordre et non pas sur le progrès. Et l'Église, ayant perçu tout ce qu'elle avait perdu, se lance au XIXe siècle dans une vaste reconquête du pays. Et cette reconquête du pays, elle se voit dans toutes les campagnes, vous avez des calvaires partout. Ces calvaires, sauf en Bretagne, sont pour l'essentiel du XIXe siècle, on marque le territoire. C'est l'époque des nouveaux saints, le curé d'Ars, les personnages qui apparaissent. C'est l'époque surtout de congrégation. Congrégation, organisation, qui vont se mettre dans l'objectif de recatholiciser le pays. Et ces congrégations, Emmanuel Dalzon, par exemple, le père Dalzon, qui crée les assomptionnistes, il y en a 800 en France, à la fin du XVIIIe siècle. Elles se chargent d'énormément de choses, et notamment de l'enseignement. Et bien sûr, cette église-là est adossée à la réaction ultramontaine, celle des pontifes, qui ne sont pas évidemment modernistes, même quand ils ont imaginé l'être comme Pie IX tout à fait au début de son pontificat, compte tenu des circonstances et du fait que les pouvoirs locaux de l'Église est menacé par le risorgimento italien, eh bien, ils basculent dans le cadre de la réaction, mais la réaction la plus ferme, la fameuse bulle Quanta Cura de Pie IX, est accompagnée du célèbre syllabus, c'est-à-dire le catalogue des erreurs du siècle. Et alors c'est intéressant de le dire, il y a 70 erreurs ou à peu près, il y a tout. La libre pensée, la démocratie, le socialisme, tout ce qui sont aujourd'hui des valeurs, ou qui peuvent être considérées comme des valeurs effectivement du monde démocratique. La conséquence de cette cristallisation-là, c'est que pour tous les modernistes, pour tous les progressistes, pour tous les républicains, l'Église devient le principal obstacle à l'accomplissement d'un projet républicain et démocratique. Même si quelques membres de l'Église, comme le pape Léon XIII, par exemple, cherchent à trouver un accommodement à la fin du siècle, le pape Léon XIII, vous savez, on sait que c'est lui qui a pris la décision, pousse le cardinal d'Alger et d'Avigerie à faire une ouverture
C'est le fameux toast d'Alger, 18 novembre 1890. Le cardinal Lavigerie reçoit les officiers de marine français qui mouillent dans le port d'Alger. Et qu'est-ce qu'il fait? Il porte un toast à la République. Alors ça fait le buzz, si j'ose dire. Il n'y a pas encore tous les appareils que nous avons, mais ça fait le tour du pays. 90 évêques. Sur les 90 évêques français, il y en a que 5 qui sont d'accord avec lui. Ils n'ont pas compris que ça venait de Léon XIII, qui cherchait un accommodement. Donc, vous voyez, il y a une tentative. Mais l'affaire Dreyfus va être tellement puissante dans l'opinion, va amener une telle coupure, et l'Église va tellement commettre l'erreur de se positionner dans le camp anti-Dreyfusard, majoritairement, même s'il y a des clercs, des philosophes et des penseurs catholiques qui ne sont pas dans ce cadre-là, que pour les républicains, si j'ose le dire, la messe est vite. C'est-à-dire que l'opposition avec l'Église catholique devient l'élément cardinal qui empêche l'accomplissement de la République. De là, la séparation. Et ce qui est intéressant d'étudier, c'est que si cette séparation se fait dans un climat de tension, parce que du côté de l'Église, il y a la vigueur que j'ai décrite, mais du côté du personnel politique, il y a le radicalisme, et on a la personnalité de Émile Combes, vous voyez cette caricature, qui représente Émile Combes en train de trancher le lien qui réunit la République au pape. Lequel pape, évidemment, n'est pas représenté sous un jour parmi les plus avantageux. Et pour faire compléter le tableau, on a mis un moine ivrogne couché sur le sol. On sent bien, et regardez, ce qui est intéressant, c'est le petit nuage, d'où sort Voltaire, pour donner en quelque sorte la puissance à Combes de couper le lien entre les deux. Et derrière Voltaire, vous avez un triangle, il n'est pas la peine de faire un autre dessin, bien entendu. Mais si Émile Combes est dans cette logique-là, il est dans une logique de terrasser l'Église, tout à fait. D'autres politiques plus subtils que lui, moins engagés idéologiquement, comme en particulier Aristide Briand, tentent eux un accommodement. Et Aristide Briand n'est pas seul, avec lui, il y a, j'allais dire, tout le groupe protestant de l'Assemblée, qui est relativement important, dont Francis de Pressensé, qui savent bien que si on entre dans un conflit, on n'en sortira pas. Le conflit durera, bien entendu. Et que donc il faut trouver une solution qui soit une solution d'apaisement. C'est pour ça que la loi de 1905 va être conçue en fait par Briand et Pressensé et quelques autres, contre Combes. Pour la séparation, bien sûr, mais contre Combes. C'est-à-dire contre une logique d'affrontement. En proposant effectivement à l'Église un accord simple que l'Église ne prendra pas tout de suite, elle va mettre une quinzaine d'années pour le prendre, de dire en gros on se sépare, mais l'objectif de la loi de séparation n'est pas contre la religion, il est de garantir la liberté de conscience de tout le monde, et en échange, vous êtes libre. C'est plus l'État qui décidera qui en donne comme évêque, puisqu'on ne s'en occupera pas. De là, toutes les dispositions de la loi de 1905 qui iront dans ce sens-là. Ça se fait bien sûr dans un climat de tension, d'autant plus que puisque effectivement il faut organiser ensuite, vous savez, le diable est dans les détails, comme on dit, il faut organiser techniquement cela. Comment l'organiser techniquement? Eh bien, il faut que l'Église puisse continuer à organiser le sacerdoce et le culte. Donc on décide que la plupart des églises, effectivement, deviennent d'État, mais on les remet à disposition. Et puis on va faire, comme c'est des biens d'État, on va faire un inventaire. On va compter tout ce qu'il y a dedans. De là, évidemment, vous l'imaginez, puisque l'homme noir, l'huissier de la République, va rentrer dans les églises pour faire l'inventaire, on va se bagarrer. Effectivement, ceux qui s'y opposent, ceux qui sont contre la séparation, vont mobiliser des gilets noirs, de façon, effectivement, à être là présent contre la décision, effectivement, qui est prise à ce moment-là. Il y a de la bagarre. Dans mon pays natal, le vieux pays catholique, la Haute-Loire, le monde agricole descend de la montagne, on place des herses derrière les portes pour qu'elles tombent sur l'homme noir qui rentre dans l'église. C'est Clémenceau qui arrête les frais en disant « le décompte des chandeliers ne vaut pas la mort d'un homme ». Et Clémenceau, qui était pourtant plutôt radical, effectivement, va prendre la même position d'apaisement avec l'Église catholique.
Guerre de 14-18, nouvelles circonstances qui changent les choses, nouvel événement singulier, union sacrée. Regardez cette carte postale, c'est intéressant. C'est très intéressant. Voilà que l'Église revient dans la nation. Et donc après, bon, c'est plus facile, on a eu ce moment de l'union nationale, c'est plus facile de trouver un point d'entente. D'autant plus que le bloc national qui est élu en 1918 est plutôt marqué à droite, on a dit. Donc ça facilitera, et effectivement, ça facilitera les choses. Alors au passage, on fait des gestes de chaque côté. Jeanne d'Arc devient sainte, 1920, effectivement. Et puis la République, elle regarde qu'est-ce qui n'allait pas. Et ce qui n'allait pas fondamentalement, c'était le fait que l'organisation de l'Église était réglée par la loi des associations. Et dans la loi des associations, on élit le président, on élit le bureau. Alors le problème, c'est où est la place de l'évêque. Donc on crée, dans les années 1923, on négocie avec le pontificat une dérogation à la loi des associations pour que les associations diocésaines soient bien sous le contrôle de la hiérarchie, effectivement, sacerdotale. Ainsi, on fait des accords qui font que l'Église finit par se trouver relativement à l'aise dans la laïcité, puisqu'elle retrouve sa liberté par rapport à l'État, même si elle a dû effectivement abandonner le rêve de le contrôler. Alors, ouvert ou fermé. Je terminerai par ce dernier point, je regarde le temps qui me reste. La laïcité française en question. On va poser quelques questions simplement, et ensuite, si vous souhaitez intervenir, on dira. Première idée, qui permet de comprendre ce qu'est arrivé à la France et ce qu'a produit la 1905, la France est une question provocatrice. Vous savez, les gens qui défient la France et la laïcité, ceux-là ne doivent pas venir avec ce genre de questions. Allons au village. Voilà un village. Dans ce village, il y a 3 espaces, au sens politique, mais il n'y a que 2 expressions. Espace privé, espace public et espace public. L'espace public, c'est la rue, c'est là où vous allez, le public, puisqu'on y va. La voie publique, c'est la place, c'est l'agora. L'espace public 2, c'est pas le même espace public, c'est le tribunal, c'est la mairie, c'est le lycée. Vous voyez bien que ce n'est pas tout à fait le même. Et donc, dans les débats que nous avons sur la laïcité, il y a, par ignorance ou par malignité, confusion sur ces 2 espaces. Il faut distinguer, dans les 2 autres, l'espace public, celui de la société, où va la société, de l'espace du service public, de l'espace de la République. Et la laïcité ne s'applique que dans l'espace du service public. Il n'y a pas de croix au mur des tribunaux. Dans les lycées, il y a un certain nombre de règles de neutralité. Dans tous les services publics, les agents sont neutres, ne peuvent pas porter de signes, effectivement. Il n'y a rien qui interdit à un curé de porter une soutane, à un des adorateurs de Krishna de se promener en robe blanche en lançant des fleurs, ou à un bouddhiste d'être dans sa tenue de bouddhiste, ou à une femme de porter un foulard, dans l'espace social. C'est pas une question. On peut contester ensuite certaines choses. On peut dire qu'on pense que tel vêtement a telle ou telle conséquence sur le sort de la femme. Et ça veut dire quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord, au nom de valeurs de la République. Mais ce n'est pas une question de laïcité. C'est une question d'égalité des droits. Et on ne peut pas interdire, au nom de la laïcité, un certain nombre de choses dans l'espace public, au sens de l'espace social. On va voir ce que l'on peut ou non interdire. En conséquence, la France n'est pas laïque, au sens de la société. C'est la République qui est laïque. C'est l'organisation politique qui neutralise l'espace du pouvoir et l'espace des institutions pour que tout le monde s'y trouve bien. Pour que quand on rentre dans une institution, on n'ait pas en face de soi quelqu'un dont on voit qu'il n'est pas de la chapelle. Et donc je peux penser qu'il n'aura pas vis-à-vis de moi la même attitude que celle qu'il aura envers quelqu'un qui lui ressemble. Vous voyez la différence?
Alors, évidemment, ceci est un peu rapide et un peu provocateur, parce que si la Constitution dit bien, je répète ce que disait Francine, la France est une république indivisible, laïque, elle ne dit pas la France est laïque, la France est une république laïque. Elle précise, elle assure l'égalité dans la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion, elle respecte toutes les croyances, son organisation est décentralisée, etc. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats, aux fonctions, aux responsabilités professionnelles et sociales. Il y a bien quand même derrière des valeurs républicaines démocratiques qui ont à voir avec la laïcité, puisqu'elles sont dégagées d'une loi divine, bien sûr. C'est la loi des hommes. Mais ne confondons pas, effectivement, l'un et l'autre. Voyons les conséquences de ceci. Voyons cette petite chose-là, la loi 1905, qui révèle quel est son choix. Pourquoi peut-on demander l'intervention régulière d'un aumônier, ça peut être un pasteur, un curé, un imam, un bouddhiste, s'il y avait des bouddhistes dans un lycée, dans 4 espaces de la République. Il y a 4 lieux de l'espace public, hein, mais au sens républicain. On peut le demander dans les lycées, en prison, dans les casernes et à l'hôpital. Dans les lycées, je précise, avec internat. Avec internat. Pourquoi? Et quelle est la signification? Pourquoi? Parce que ce sont des lieux, l'internat, la prison, la caserne et l'hôpital, où les gens ne peuvent pas sortir ou ont du mal à sortir. Et donc, si la loi de 1905, laïque, s'appliquait dans son principe total de séparation, ces gens-là seraient privés de leur droit à exercer leur religion. Et donc, par dérogation à son principe général, la loi de 1905 prévoit que les gens ne peuvent pas être privés de leur droit à exercer leur religion, et donc assure que dans ces cadres-là, eh bien, on pourra faire entrer un aumônier. C'est important, vous voyez, ça signifie bien que dans la loi, la priorité, c'est le respect de la liberté de conscience. Puisque même le principe de séparation peut subir une dérogation s'il venait en contradiction avec la liberté de conscience. Et donc c'est difficile de dire, sur cette place-là, que nous avons un système fermé, puisqu'il prévoit bien que l'essentiel, c'est la liberté de conscience. Pourquoi les signes ostensibles sont-ils interdits aux élèves à l'école et pas aux étudiants à l'université? Bon, j'ai voulu pas mal de collègues ici, que je salue, professeurs ou chefs d'établissement, ils connaissent la réponse. Pourquoi ces signes-là? Mais pour une seule raison, c'est que les élèves au collège, à l'école, au collège et au lycée sont mineurs. Et en tant que mineurs, ils ont droit à être protégés de toutes les propagandes et de tous les prosélytismes. Les parents qui mettent leurs enfants dans une école ont le droit qu'ils soient protégés de propagande politique, philosophique ou religieuse. C'est pas facile, hein, dans un acte d'enseignement. Hein. Ceux qui sont enseignants, on le savent. Hein. Quand on fait l'enseignement d'histoire, on garde une neutralité vigilante, mais bon, c'est dur quand même. Hein. Et la philosophie, n'en parlons pas. Hein. Même les lettres. Hein. C'est plus facile en mathématiques, si on ne dérive pas en dehors de sa discipline. Bon, c'est parce que les élèves sont mineurs. Donc ils sont protégés en tant que mineurs du prosélytisme. D'ailleurs, quand on a un conflit sur autre chose que le signe ostensible, par exemple la robe longue, que certains groupes, comme ils ne peuvent pas porter le foulard, mettent pour investir l'école. On a eu le cas à l'époque de Mme Vallaud-Belkacem. 2 écoles en même temps, des robes longues qui étaient là, et puis le corps enseignant qui réagit en disant non, en gros c'est le foulard. Et la ministre Vallaud-Belkacem a fait quelque chose d'intéressant, elle a fait analyser la situation dans les 2 cas. Dans un cas, c'était manifestement du prosélytisme, puisque les jeunes filles qui portaient la robe essayaient de pousser les autres à la porter, et donc elle a soutenu l'école dans sa démarche. Dans l'autre cas, il n'y avait pas de trace de prosélytisme, et elle n'a pas soutenu l'école. Vous savez que si on se fixe sur le vêtement lui-même, ça devient très difficile. Aristide Briand nous disait, quand en 1905, il avait été question d'interdire la soutane dans la rue.
Il avait dit, si vous interdisez la soutane, il va en mettre une un peu plus courte, une grise plutôt que noire, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez compter les boutons? Mais techniquement, ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas l'objet lui-même, c'est son sens. Alors évidemment, juridiquement, ensuite, c'est difficile. Hein, ça ouvre des beaux débats, et ça fait la fortune des avocats. Mais c'est le sens même de l'objet qui dit les choses. À l'université, on ne peut pas interdire le foulard à des adultes. Ou alors, on crée une autre loi. On peut le faire, il faut changer la loi. Ce sont des adultes. Donc, si c'est des adultes, ils peuvent rencontrer la publicité, de la propagande, du prosélytisme, tout ce que vous voulez. Il n'y a qu'un seul cas, on va le voir, où on peut agir dans ce cadre-là. Alors, quelles règles laïques, je vais passer très vite, s'imposent et à qui dans l'espace du service public? Les règles laïques s'imposent aux agents, pas aux usagers. Sauf dans le cas des lycées, collèges et écoles, où effectivement les élèves. Donc, voilà. Mais la maman d'élève qui rentre dans un collège pour un moment ponctuel, pour aller à la réunion, à la salle des professeurs, la loi ne lui interdit pas de venir avec son foulard. Elle vient ponctuellement. Par contre, un élève adulte qui est en formation dans un Greta, par exemple, lui, une élève adulte, ne pourra pas. Parce que même si elle est adulte, elle est là, constamment, du moins trop souvent, et en contact avec les élèves, et donc son acte pourrait passer pour du prosélytisme. Vous voyez, c'est compliqué le droit, hein, mais si on ne va pas au fond des choses, et aller au fond des choses permet de révéler le sens même de la loi. Donc, les règles laïques s'imposent aux agents du service public. Et là, oui, complètement. L'expression religieuse est-elle quand même réglementée dans l'espace public, au sens social, la place, la rue? Évidemment, ou même à l'université, évidemment. Il y a un seul critère, c'est l'ordre public. Si donc l'expression religieuse, mais ça pourrait être pris de l'expression politique et d'autres choses, trouble l'ordre public, alors évidemment, à partir de là, on peut l'interdire. Mais il faut qu'il y ait trouble à l'ordre public. Et le trouble à l'ordre public suppose d'être démontré. On ne peut pas seulement dire « Ah, il y a trouble à l'ordre public ». Sinon, on va en justice, et la justice, elle fait ce qu'elle sait faire, elle arbitre, elle dit « Bon, regardons, est-ce qu'il y a des troubles ?» Oui, non. Voilà. C'est pour cette raison-là, par exemple, qu'on ne peut pas prendre une mesure générale au nom de l'ordre public. On ne peut pas interdire le burkini sur toutes les plages au nom de l'ordre public, puisqu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public sur toutes les plages. Mais si sur une plage, il y a trouble à l'ordre public parce que le burkini est là, on peut l'interdire localement, là où l'ordre public est réellement troublé. Ça veut dire que je suis pour le burkini en disant ça, je parle de droit, hein. Vous imaginez bien, mais je parle de droit. Le droit, et les maires qui, l'année dernière, ou bien un peu plus, ont pris l'initiative de prendre une mesure d'ordre public préventive, ont été désavoués par les tribunaux administratifs, puisqu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public. La justice, elle est carrée d'une certaine manière. Et ces maires savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils ne faisaient pas pour ça, pour le dire, ils le faisaient pour d'autres raisons. Vous l'imaginez bien. Du moins certains d'entre eux. Quelle règle laïque pour dans l'entreprise, par exemple? On a un autre exemple. Dans l'entreprise, quelle règle laïque? L'entreprise est soumise au droit du travail. Et le droit du travail, il prévoit deux choses. Il prévoit un principe de non-discrimination. Donc il n'est pas question de refuser l'embauche à quelqu'un ou de le mettre à la porte pour des raisons de discrimination, y compris religieuse. Mais il prévoit par contre que, effectivement, l'organisation de l'entreprise peut être soumise à un règlement dans lequel ce n'est pas la conviction ou la croyance qui prédomine, c'est la réalisation de la tâche qu'on a contractuellement accepté de faire. Et donc, s'il y a une machine qui risque d'entraîner le foulard, on ne le porte pas, par exemple. Hein, ou si on est dans une situation, effectivement, avec de public, de rapport avec le public, l'entreprise peut demander à ce qu'on ait un certain nombre d'une telle tenue, voire un uniforme. C'est contractuel. Mais ça reste dans le cadre du droit du travail. Alors ensuite, il y a toutes les marges dans le droit qui sont compliquées. Toutes les marges qui font que la loi ne prévoit pas toutes les circonstances. Mais en même temps, c'est compliqué, mais la justice est là pour dire sur chacune de ces marges, c'est pas honteux d'aller en justice.
C'est intéressant que le tribunal administratif ou que le tribunal dise, ben voilà, vous nous posez telle question, on répondra de telle et telle manière. Ce qu'on fait ici, la jurisprudence, qui permet de régler ces questions. Je termine. Oui, la laïcité est bien une spécificité française. Pas parce que la France a un génie particulier, mais parce qu'elle a une histoire particulière, comme tout le monde, effectivement. C'est d'abord un principe de méthode, c'est ce que disait l'historien Claude Nicollet. Il dit, la laïcité, c'est d'abord une méthode. Une méthode de quoi? Une méthode de vie en commun. Une méthode de vie en commun quand on a une société dans laquelle il y a des groupes différents, dans lequel il y a des communautés différentes. Les communautés existent partout. Hein. Ici, on a formé une provisoire, et nous sommes dans une communauté. On a quelque chose en commun, le sujet. Bon, il y a un se dissoudre, peut-être pas. Il y a une association qui forme une communauté. Communauté, c'est pas un gros mot. Il faut distinguer ça de la notion de communautarisme. On en parlera si vous le souhaitez. C'est un principe donc de méthode. C'est la méthode que choisit l'État français, la République, pour sortir de ce qui est une petite spécialité aussi nationale, c'est la guerre civile permanente. Hein. Donc c'est un cadre dans lequel, même si elle est symbolique. Mais cette méthode est adossée à des valeurs, bien entendu. Elle n'est pas purement technique. Et ces valeurs sont des valeurs qu'on peut qualifier de laïques. Et c'est enfin un principe de protection de la liberté de conscience plus que d'interdiction. Lorsqu'il y a des interdictions, celles-ci visent la protection. C'est en ce sens qu'à mon sens, la loi 1905 ne produit pas une laïcité fermée, mais une laïcité ouverte. J'y réponds personnellement. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des discours qui, eux, sont complètement fermés par ailleurs. Et je vous parle toujours de la laïcité objective, au sens où je l'ai dit tout à l'heure. Dernière chose, il y a aujourd'hui des interpellations contemporaines sur la société, sur la laïcité. Il y a des questions résiduelles qui restent toujours. La question de l'école. De temps en temps c'est froid, de temps en temps c'est tiède, de temps en temps c'est chaud. Là il y a quelque chose. Privé, public, c'est une question résiduelle. Il y a à part les questions dites sociétales. Je ne suis pas sûr qu'elles aient à voir avec le principe de laïcité. Tout groupe, toute personne a en France le droit d'avoir un avis. Et donc il ne faut pas confondre ce qui est de l'ordre du débat public, je suis pour, je suis contre, avec une question de laïcité, si je puis dire. Alors là où on retrouve des questions sociétales qui vont toucher à la question de la laïcité, c'est quand des positions mettent en cause des valeurs d'égalité, de liberté, évidemment de fraternité. Et puis il y a des contestations. J'en vois 4 grandes catégories, elles ne sont pas toutes égales, hein, elles ne sont pas à mettre sur le même plan. Vous avez des contestations qui sont inspirées de la tradition juridique anglo-saxonne. La France s'insère dans le système européen. Il y a un droit européen aujourd'hui. Vous savez qu'on peut faire appel à la Cour européenne. Il y a même un droit international, on peut faire appel à l'ONU. Vous avez récemment, ce n'est pas une question juridique, un conseil de l'ONU qui a pris une position critique de l'interdiction des signes ostensibles à l'école, au collège et au lycée. Bon, ce conseil n'est qu'un conseil formé d'experts, la plupart sont marqués par la tradition anglo-saxonne, ils sont peut-être aussi un peu sous l'influence des pétrodollars. Bon, ils ont dit que, pour des raisons complexes, je ne les juge pas individuellement, c'est des gens très intéressants, c'est des très intéressants, mais ils ont dit non, c'est pas un signe de prosélytisme. Bon, un signe de prosélytisme, certains d'entre nous qui ont été dans le système savent ce que c'est. Bon, ces contestations proposent ce qu'elles appellent des accommodements raisonnables avec le principe laïque. On va discuter, si vous le souhaitez, pour voir lesquels, pour le voir. C'est le débat démocratique, on peut avoir cette position-là. Vous avez des contestations au nom des dominés, ce sera plutôt vers l'extrême gauche, qui reprend la formule bourdieusienne dominant-dominé. En gros, la laïcité, elle est décrite comme étant hostile aux Arabes et aux musulmans, ou aux décolonisés. Et donc vous avez des postures à partir de là, de la part de ces groupes d'extrême gauche, qui effectivement critiquent la laïcité comme un instrument de domination. Alors ensuite, il y a le débat public pour dire ce qu'on en pense. Hein. Effectivement, vous avez des contestations religieuses qui existent. Notamment islamistes. Hein, c'est très net. Bon,
certains d'entre vous, moi aussi, nous l'avons connu effectivement dans l'école. On peut le trouver, si vous lisez les textes de Daesh, et je vous invite, on les trouve, la contestation, dans un des textes de Daesh, le Darou de l'Islam numéro 6 ou 7, il y a la charte de laïcité française, c'est très bien fait, qui est commentée. La bouillie de mécréance, c'est ainsi que ça s'appelle. Voilà. Elle est commentée, il y a une contestation radicale par l'islamisme. Et puis vous avez des contestations identitaires, qui sont plus ou moins masquées, où il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, c'est que des groupes politiques issus de forces qui étaient dans l'histoire anti-laïque au possible, effectivement, adossés à la partie la plus réactionnaire de l'Église catholique, les Maurassiens noirs, effectivement, sont aujourd'hui les défenseurs de la laïcité. Évidemment, c'est une laïcité subjective, on va dire ça comme ça, et elle est fondamentalement identitaire, c'est-à-dire que, à mon sens, et je parle là où on peut me critiquer si on veut, je suis pas en débat, à mon sens, c'est le masque d'un autre discours, c'est un masque identitaire. L'Europe et la France sont chrétiennes, c'est la fille aînée de l'Église, c'est quelque chose qui est derrière, à mon avis, effectivement, soit consciemment, soit plus inconsciemment, on se ressemble tous et tout ce qui ne ressemble pas n'est pas laïque. Voilà. Donc on a ce type de discours-là qui peut exister, en gros à l'extrême droite, parfois sous une forme plus modérée dans une partie de la droite. Voilà. Pour ces raisons-là, si vous voulez, je pense que notre rôle de citoyen, c'est d'essayer de comprendre bien les choses, comment elles fonctionnent, d'admettre que tout peut être en débat, effectivement, mais de ne pas se tromper sur les discours. Merci de votre attention. Merci Jacques Denzel pour nous avoir brossé ce tableau historique indispensable pour comprendre comment on en est arrivé au statut de la laïcité en France et aussi toutes ces questions qui se posent aujourd'hui. Alors je pense qu'il y en a aussi dans la salle. Donc la parole vous est donnée si vous avez des questions. Je voudrais simplement un petit complément de votre avis sur qu'est-ce qui s'est passé à la crèche Babilou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la crèche Babilou. Bon, à la crèche Babilou, Michel Nial traite la question dans son livre, effectivement, en détail. À la crèche Babilou, on est sur une marge très complexe, et c'est pour ça que vous avez fait une bonne question, je ne vous remercie pas de l'avoir posée. On est sur une marge très intéressante. On est sur la marge où la décision a été prise de donner raison à cette entreprise-là, parce que un agent de l'entreprise qui est privé, de fait, qui relève de droit privé, d'un jour au lendemain, il s'est mis à porter effectivement un signe ostensible, un foulard. Et qu'effectivement, à partir de là, les enfants qui étaient confiés à cette personne étaient confrontés à cela, et que dans la société française telle qu'on est, on a des réactions de parents évidentes. Et donc, là, dans ce cadre-là, effectivement, en plus aujourd'hui avec le buzz, tout devient public et international. Vous imaginez à quel point c'est saisi dans le monde entier par tous les gens qui discutent sur ces questions-là. La justice française a trouvé une issue en définissant un nouveau concept, celle d'entreprise de tendance. Voilà. Et donc, dans une entreprise de tendance définie par la France, par la justice française, la jurisprudence, comme étant, puis désormais par un certain nombre de règlements, comme étant une entreprise qui a un projet philosophique, évidemment, etc., les agents peuvent être contractuellement invités à être en phase, en loyauté avec ce projet. C'est pour ça que la justice a donné tort à une enseignante d'un établissement privé qui avait été licenciée parce que divorcée. Vous voyez, ça va loin, hein. Et donc ça peut discuter. Évidemment, tout ceci peut être discuté ensuite, mais la discussion doit être à l'échelle démocratique en disant qu'il faut que la loi réponde sur ces questions-là. Ceci étant, la loi a du mal à répondre sur toutes les marges. Parce que
voilà comment la civilisation. Évidemment, vous imaginez, à l'échelle de l'Europe, la difficulté. Je vous rappelle que quand la décision a été prise en France d'interdire la burqa, en fait d'interdire le visage masqué, ce qui est bien précis. Mais la burqa a été visée spécialement parce qu'en gros, on ne vise pas beaucoup les casques et les black box, si j'ose dire, parce qu'on n'ose pas, hein, ça ferait de l'incident. C'est passé en cour européenne et la France a gagné à 2 voix. Hein. Ça a été très juste parce que les anglo-saxons ne sont pas d'accord avec ça. Pour eux, c'est pas un problème. Hein. Mais il y a un ethnos en France qui est plus sensible à cela, mais qui est aussi sensible pour des raisons fondamentales. C'est-à-dire qu'il y a un mélange, si vous voulez, d'argumentaire sur des thèmes différents. Vous avez le thème de la laïcité et vous avez le thème des droits des femmes et de l'égalité des femmes. Et il y a une non-distinction des deux. Or, en fait, si par définition la laïcité défend les droits à l'égalité, la question des femmes devrait être, d'une certaine manière, séparée de la question de la laïcité et traitée en tant que telle, me semble-t-il, pour clarifier le débat et éviter que soient mis en cause les éléments de laïcité. Voilà ce qui s'est passé sur le cas Maguidon, mais je vous renvoie au livre de Maille, il est réédité tous les ans, il est renouvelé, de Maille, qui fait une longue étude subtile de cette question. Oui, dans les années 90, les chercheurs historiens américains ont révélé à la France que la loi de séparation de l'Église et l'État, la laïcité, avait retardé la recherche scientifique de plus de 20 ans. Est-ce que c'est vrai? À titre d'exemple, le jeune adolescent Charles de Gaulle, qui faisait ses études secondaires de l'Institut catholique à Lille, le jour au lendemain, cet institut a été obligé de fermer, il a terminé ses études en Belgique. Alors, ça, cet argumentaire-là de ces historiens, il faut l'aborder de 2 manières. Une manière historique technique, on peut calculer effectivement combien d'élèves n'auront pas eu l'enseignement de qualité simplement parce que tel type d'enseignement est désorganisé. Ce n'est pas la loi de 1905, c'est l'expulsion des congrégations qui disait là. Ce n'est pas la même chose. Hein. La République a expulsé les congrégations, il n'en garde que 5. Il garde celles qui évangélisent en Afrique, dans les colonies. Ce qui est intéressant aussi. Alors les congrégations vont bien momentanément désorganiser un système d'enseignement puisqu'il a fallu le remplacer. Ça s'est fait très très vite. Dire que ça repousse de 20 ans, j'aimerais savoir, comme en sociologie, si vous voulez, avoir l'enquête, l'analyse et voir quels sont les éléments qui permettent de dire cela de la part des historiens américains. Je vous rappelle que le monde anglo-saxon est vent debout depuis longtemps, le monde intellectuel anglo-saxon, contre les dispositions laïques françaises, et pas seulement. Je vous rappelle que tous les ans, l'ambassadeur des États-Unis fait une remontrance au gouvernement français pour la persécution de l'Église de Scientologie. Tous les ans. Et donc, on est, à mon avis, dans autre chose là qu'un argumentaire historique et scientifique, mais je ne pourrais l'affirmer que si je lisais ces textes et je regardais sur quoi ils se fondent. On est dans la confrontation de 2 cultures. Par exemple, il serait extravagant en France que des parents puissent priver délibérément des enfants d'éducation à un certain niveau au nom de leur religion. Aux États-Unis, c'est le cas des Amish, et lorsque 2 garçons Amish devenus adultes ont fait un procès à leurs parents pour les avoir sortis de l'école à un petit âge, la Cour suprême américaine a donné raison aux parents au nom du fait que c'était au nom de leur religion. Le Wall dont j'ai parlé, qui protège la religion aux États-Unis, la protège fortement. C'est des choses les plus protégées de la Déclaration d'État, jusqu'à des décisions qui, pour nous, ont un côté complètement extravagant. Dans un État, au contraire, où on a l'obligation scolaire, où quand des parents scolarisent les enfants dans les familles, ce qui est un droit, ce qui est possible, il y a des inspecteurs qui vont visiter les familles pour voir comment ça se passe. Donc, on est dans 2 mondes culturels. Alors, je ne suis pas étonné que dans le monde culturel anglo-saxon, on puisse développer un argumentaire dont je ne sais pas s'il est scientifique,
ou s'il est polémique. Voilà ce que je vais dire. Mais en tout cas, je ne vois pas comment on peut prouver ça. Je voudrais simplement amener la formation des enseignants de tout degré sur un sujet fondamental que vous avez traité et que vous avez traité aussi professionnellement. Alors, je vais parler très franchement, sachant que j'ai été inspecteur d'académie, doyen de l'inspection, et que c'est des métiers, si je veux dire, où on ne défroque pas quand même. Hein. Donc, j'ai une forme de solidarité avec l'institution continuée. Donc, j'ai l'honneur d'avoir fait partie. Je l'imagine. La formation des enseignants sur cette question-là, elle est insuffisante, mais elle l'est surtout. Je précise, la masse des éléments qui devraient donner lieu à formation pour les enseignants remplirait une vie, si on en dresse la liste. Et chaque groupe qui se sent investi d'une cause et d'une raison, effectivement, se plaint de ce qu'on ne forme pas assez les enseignants sur ces questions. Moi, j'ai été invité à former des référents laïcité dans l'académie, une trentaine à peu près. Ils existent, les établissements font appel à eux, effectivement. Il y a une part de la formation des enseignants qui est consacrée à la laïcité dans les ESPE, quelques heures. Le reste s'apprend, comment dirais-je, sur le terrain, dans le contact avec les autres membres des autres agents du service public, soit les collègues, soit les chefs d'établissement, qui jouent un rôle important, notamment en termes de droit. Je dirais c'est souvent les chefs d'établissement qui sont les porteurs du droit dans les établissements. Simplement parce que si jamais ils n'étaient pas, ils seraient rapidement en cause, vraisemblablement. Donc tout ceci donne cela. En même temps, si je puis dire, ça ne me paraît pas complètement suffisant. Mais ce n'est pas le cas non plus sur l'enseignement du fait religieux, ce n'est pas le cas non plus sur les pédagogies alternatives, ce n'est pas le cas sur beaucoup de choses. L'ampleur du besoin est telle qu'on ne peut pas imaginer former un enseignant préalablement à ce qu'il enseigne, au moment où il enseigne, me semble-t-il. On ne peut pas l'imaginer le former effectivement sur tout. On ne peut lui donner que des bases, et le nombre d'heures d'enseignement et le nombre d'heures de formation est limité. Alors, on pourrait critiquer la manière dont la formation des enseignants est conçue, mais du début à la fin. C'est-à-dire qu'elle est d'abord fondamentalement, je vais prendre un mot d'Ancien Régime, affermée à l'université. Et la ferme générale de l'université s'occupe de la formation des enseignants avant que les écoles supérieures, ex-IUFM, s'en occupent. Et l'université fait ce qu'elle sait faire, et qu'elle fait très bien. Elle fait de la formation au contenu universitaire, fondamentalement. Alors évidemment, il y a un certain nombre d'autres universitaires qui travaillent sur des questions sociologiques, effectivement, etc., mais ils vont former des étudiants en sociologie. Pas forcément des sociologies, psychologie, tout ce que vous pouvez imaginer comme ce qui serait des sciences auxiliaires de l'exercice du métier. Donc, le fait qu'on n'ait pas peut-être mieux défini le cahier des charges, pour des raisons objectives, c'est qu'il y a des traditions, j'allais dire, de la tradition des humanités, la tradition de la formation classique à une discipline, qu'on n'ait pas mieux défini pour le moment, qu'on n'ait pas pu mieux définir le cahier des charges, parce que ça tout le monde le sait, hein, dans le système. Mais vous avez un rapport de force, si jamais vous décidez que quelque chose qui ne plaît pas à l'université, vous avez les étudiants de la rue le lendemain, et ensuite il faut les faire rentrer. C'est une caricature, mais c'est un peu ça quand même. Il n'y a pas de pouvoir politique qui ne soit pas confronté aux limites de ses décisions, quand il a en face de lui des groupes qui peuvent agir effectivement tout à fait. Donc, pour répondre précisément à votre question, non, il n'y en a pas assez. C'est très difficile d'imaginer comment on pourrait former mieux à la laïcité. Je pense que dans ces circonstances-là, la meilleure des choses, c'est de l'ordre de la formation continue. Et c'est sur ce domaine-là qu'il faudrait agir. Mais là aussi, il y a des révolutions, vraisemblablement, je parle en mon nom personnel, il y a des révolutions d'organisation de la formation continue des enseignants qui n'ont pas pu être mises en place pour le moment. Tant que la formation se fait sur le temps de travail, ça pose d'énormes problèmes d'absence dans les classes, et aussitôt on est dans une contradiction très forte. Si elle ne se fait pas sur le temps de travail,
il faut qu'elles soient gagnant-gagnantes, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'elles soient au minimum qualifiantes pour les enseignants. C'est-à-dire qu'elles leur donnent, pour ceux qui se forment, un progrès de carrière. Vous voyez, il y a des choses comme ça à mettre en place. Il y a tel partenariat complexe entre l'État, les familles, les régions et les départements, les personnels et leurs représentants syndicaux, que pour le moment, on n'a pas réussi à avancer dans ce domaine-là. Mais c'est sur là, me semble-t-il, qu'il y a le gain de productivité, si vous permettez, si je peux employer un terme un peu économique pour la formation des enseignants. Suite au Brexit des Britanniques, est-ce qu'on peut supposer que notre laïcité serait exportable ou bien sera-t-elle un frein à notre construction européenne? Alors, une très bonne question aussi. L'exportation, si vous voulez, des modes d'organisation des États, c'est une partie risquée pour chacun d'entre eux, simplement parce que ce sont des constructions historiques, comme j'essaie de le démontrer, et donc elles tirent leur légitimité du déroulement d'une histoire. Dire à un autre État, vous n'avez pas la même histoire, mais votre modèle est le meilleur, ce que savent très bien faire par exemple les États-Unis, mais la France aussi, c'est fait. Tous les pays qui ont vocation à l'universalisme le font. À mon avis, ça peut être peu productif. Est-ce que c'est un frein à la construction européenne? Il y a un principe, qui est le principe de subsidiarité, qui fait qu'on peut résoudre la question. Il faut admettre simplement qu'il y aura des espaces à l'intérieur de la construction européenne qui auront des régimes de droits différents et qui auront des responsabilités différentes. La question de l'éducation, par exemple, pour le moment, fait partie de ce qui est de l'ordre du national. Donc, si on est vigilant sur le fait que ce qui est sûr, qu'un certain nombre de choses restent de l'ordre du national, il n'y a pas de raison que ça soit un frein. Je vous rappelle que, comment dirais-je, à mon avis, c'est un avis personnel, le vrai problème de l'Europe, ce n'est pas tant qu'on soit composé de systèmes et de cultures effectivement différentes, c'est qu'on n'a pas réussi à construire la culture du dessus qui fédérerait l'ensemble. Aux États-Unis, vous avez des différences considérables entre toutes les communautés. C'est un pays fortement communautarisé. Mais il y a une conception, en quelque sorte, de l'idéal américain, mélange de déisme, d'espoir, de progrès individuel, de foi dans la Constitution, évidemment, etc., qui en quelque sorte se superpose. Et on peut être à la fois italien, etc., germano, et américain, parce qu'il y a ces deux niveaux. Et ce qui manque en Europe, c'est ce niveau, à mon avis, qui, sans faire disparaître, et c'est qu'une analyse personnelle, mais qui, sans faire disparaître les spécificités nationales, qui sont des constructions d'histoire, qui ne disparaîtront pas comme ça. On ne va pas fusionner, on ne va pas fabriquer une nation européenne comme ça. C'est l'histoire qui le ferait. Et franchement, les nations se sont construites fondamentalement dans la guerre. C'est le sang versé en commun qui fabrique les nations. Donc c'est pas forcément souhaitable qu'on dise qu'il faut une nation européenne pour faire la guerre, si je puis dire. Mais il manque cette couche supérieure de solidarité, quelles que soient par ailleurs les identités nationales, me semble-t-il. Si je peux me permettre un petit clin d'œil local, il m'arrive quand je parle devant la Maison Carrée, des moments où se rassemblaient les Limois à l'époque, Auguste. Ils croyaient en Dieu de la source, en Némos, ils croyaient à des dieux romains, ils croyaient à des dieux orientaux, ou ils ne croyaient en rien. Et ils se rassemblaient quand même dans un culte qui était un culte à Nîmes, enfin un culte à Rome, et un culte au génie qui protège ceux qui nous gouvernent, qui protégeait l'empereur. Donc quelque part, il y avait une forme de sagesse extrême qui faisait qu'on se rassemble dans un culte qu'on pourrait rendre à la fois à la République et à ceux qui nous gouvernent, culte je m'entends, de façon à ce qu'ils nous entraînent sur des chemins qui ne soient pas trop chaotiques. En tout cas, merci beaucoup Jacques pour cette superbe conférence et ce beau moment. J'espère que ça a clarifié nos idées et aux uns aux autres sur la réussite.